20 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'usage du couvre-feu sous la Ve République serait-elle en rupture, la notion serait-elle en rupture avec son acception historico-traditionnelle? C'est-à-dire, en gros, est-ce que l'usage du couvre-feu que l'on connaît ou que l'on a connu, est-ce que c'est conforme à ce que l'on se fait dans notre imaginaire? Donc il n'existerait pas une, mais peut-être plusieurs notions de couvre-feu en France sous la Ve République. D'ailleurs, une analyse empirique de toutes les situations de couvre-feu que l'on connaît depuis 1958 montre que cette notion n'est plus destinée à régir un but unique, mais qu'il existerait en réalité autant de couvre-feu qu'il y aurait de situations à régir. Donc l'ambivalence de cette définition, plutôt l'ambivalence de cette notion, peut poser des problèmes de définition. D'abord, d'un point de vue traditionnel, le couvre-feu, c'est une sonnerie à la volée d'une durée assez longue qui fait intervenir une cloche tout à fait spécifique dans une église, spécialement réservée à cet effet, pour interdire temporairement la sortie des maisons. D'un point de vue juridique, le couvre-feu, c'est une mesure de police qui vise à interdire pour certaines heures de la nuit, certains quartiers, certaines catégories de population, la circulation de ces personnes afin de préserver le bon ordre public. Alors, le recours au couvre-feu est présent dès le Moyen-Âge, puisque chaque ville dispose d'une cloche prévue à cet effet pour l'ouverture et la fermeture des villes. D'ailleurs, Guillaume le Conquérant, dès le XIe siècle, avait déjà adopté une mesure de couvre-feu dans toute la partie nord de la France dès 8 heures du soir. Le couvre-feu, c'est une coutume sociale qui consiste pour les habitants à accueillir la nuit de telle sorte que l'ordre public soit respecté, et c'est d'ailleurs quelque chose qui perdure dans de nombreux bourgs jusqu'au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire peu ou prou l'apparition des premiers éclairages publics. Donc les commerçants ferment leurs commerces, les cabarets terminent plus tôt et les habitants ont interdiction de sortir chez eux, et ça se matérialise concrètement par l'extinction de la lumière, c'est-à-dire la couverture du feu. Alors éteindre le feu, c'est-à-dire prévenir les incendies, enfin plutôt pour prévenir les incendies, éviter les accidents sur les chemins escarpés d'hiver, éviter tout trouble à l'ordre public en tout genre. Comment ça se matérialise, par exemple, sous l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale? Les fenêtres étaient calfeutrées pour empêcher que la lumière soit visible depuis la rue. Certaines habitations recevaient des lumières bleutées pour, encore une fois, que la lumière ne soit pas visible depuis la rue, les mêmes lumières bleutées qui avaient été installées dans les lampadaires des villes ou encore dans les trains de nuit pour éviter les bombardements alliés ou les parachutages nocturnes. L'occupation sous la Seconde Guerre mondiale, et concernant la notion de couvre-feu, c'est l'apparition d'un couvre-feu généralisé, c'est-à-dire un couvre-feu qui existe pour tout le monde, dans toutes les villes, et qui concerne absolument toute catégorie de la population, là encore pour éviter notamment les actes de sabotage de la résistance. Aujourd'hui, ce couvre-feu généralisé qui concernerait tout le monde serait absolument interdit, d'abord parce que nous ne sommes pas en période de guerre et que son utilisation reste enfermée dans des circonstances de temps et de lieu, de temps et d'espace, par le maire ou le préfet. Donc, la notion de couvre-feu aujourd'hui, sur la Ve République, telle qu'on peut l'observer, elle est en rupture avec ce qui prévalait jusque-là. Voilà pourquoi elle serait en rupture avec une tradition, plutôt avec son acception historico-traditionnelle, puisqu'elle ne peut plus être généralisée. Le recours systématique à ce dispositif de prévention aurait laissé place à un instrument ajustable en fonction du but poursuivi. Par exemple, si on reprend les périodes d'état d'urgence déjà évoquées, en 1961, avec les événements d'Algérie, vous avez à Paris un couvre-feu anti-algérien qui va concerner 150 000 personnes, ou encore en 1985, en Nouvelle-Calédonie, pour éviter les phénomènes insurrectionnels, éviter l'embrasement des banlieues en 2005, un contexte post-attentat depuis 2015 et une spécificité depuis 2001, à savoir une effervescence des couvre-feux anti-mineurs visant la sécurité, l'éducation et la moralité de ces enfants. Donc une étude approfondie du couvre-feu sous la Ve République montre qu'on doit d'abord observer l'évolution de cette notion, et l'élargissement de l'objet de ce couvre-feu passerait nécessairement par l'adaptation d'un contrôle juridictionnel. Donc tout d'abord, la mutation de la notion de couvre-feu sous la Ve République, ça passe tout d'abord par l'examen du détenteur du pouvoir de couvre-feu. Qui peut prendre
un couvre-feu. Alors là encore, et c'est un parallèle que je vais reprendre tout au long de cette intervention, c'est intéressant de regarder ce qui peut être fait, la différence qui peut être faite avec le couvre-feu sous l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez un pouvoir militaire allemand qui impose un couvre-feu général de 23 heures à 6 heures dans la partie occupée, la partie nord de la France jusqu'en 1942, puis qui intervient dans la partie sud à partir de 1942. Cela se concrétise par la limitation des civils, la limitation de la circulation des véhicules, là encore pour favoriser la transmission des convois allemands. On note que, tout à l'heure, je parlais des actes de sabotage de la résistance. Les couvre-feux peuvent être élargis par le préfet, c'est-à-dire qu'un couvre-feu qui aurait lieu à 23 heures peut être ramené à 20 heures pour punir la population d'un acte de sabotage de la résistance. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le pouvoir allemand militaire impose son administration et son système juridictionnel et les autorités administratives françaises sont chargées de l'exécution des mesures. Voilà pourquoi vous avez des avis à la population de couvre-feu qui sont prises par les préfets. Alors, une telle référence à l'occupation allemande diffère de ce que l'on peut entendre par l'état de siège. Certes, dans les deux cas, vous avez une substitution de l'autorité militaire à l'autorité civile, notamment dans l'édiction de mesures de police, mais dans le premier cas, vous avez un envahisseur qui prend le contrôle du pays, de son administration, qui impose des couvre-feux pour éviter les insurrections de la population. Et dans l'autre cas, c'est-à-dire dans l'état de siège, vous avez là encore des mesures de couvre-feu, mais c'est un État qui constate un péril grave et imminent, qui se défend et qui prend des mesures de couvre-feu pour protéger la population de l'envahisseur. Si on abandonne un petit peu la période de guerre, on retrouve une période de paix, mais toujours d'un point de vue assez extraordinaire, d'un point de vue administratif, on pourrait faire référence à l'état d'urgence. Et dans ce cas tout à fait précis, c'est le préfet qui dispose du pouvoir de prendre des mesures de couvre-feu, puisqu'il détient une sorte d'habilitation législative qu'il tient de la loi du 3 avril 1955 établissant le couvre-feu. Je rentrerai dans les détails un petit peu plus loin, mais c'est la même chose qu'on retrouve en 1961 à Paris, en 1985 en Nouvelle-Calédonie, les banlieues de 2005 et le contexte post-attentat de 2015. Donc certes, le préfet ne peut agir que lorsque l'état d'urgence est décrété, même si, en vertu des pouvoirs de police générale, il pourrait tout à fait intervenir en cas de carence de l'autorité municipale. Le maire, lui, peut également prévoir des mesures de couvre-feu, c'est quelque chose qui est assez spécifique, puisque si on permet au maire de prendre un arrêté de couvre-feu, c'est qu'il le détiendrait en fonction de ses pouvoirs de police générale, qu'il détiendrait en vertu de l'article L2211-1 du Code des collectivités territoriales, mais une référence législative qui ne fait absolument pas référence au couvre-feu. C'est donc une interprétation large par le juge administratif qui permet au maire expressément de prendre des arrêtés anti-couvre-feu pour les mineurs, puisque ça s'inscrit dans une politique de prévention de la délinquance. Alors, on peut observer non pas une décentralisation du pouvoir de couvre-feu, mais plutôt un glissement quantitatif des compétences du maire vers le préfet, puisque beaucoup plus de situations seront régies et surtout de manière plus souple, puisqu'il ne faudrait pas attendre l'état d'urgence. Petite précision là-dessus, la loi LOPSI 2 de 2011 rapproche le maire du préfet, puisqu'elle permet à son tour au préfet de prendre des arrêtés anti-couvre-feu pour anti-mineurs plutôt, hors période d'état d'urgence, donc un régime qui tend à les rapprocher. Le couvre-feu est aussi une notion qui est tributaire de l'objectif assigné par la restriction, puisque la notion de couvre-feu est polysémique, comme je pouvais l'entendre dans l'introduction, et selon moi, cette notion devrait s'écrire au pluriel. Il y a là encore une rupture avec le couvre-feu sous l'occupation qui s'inscrit dans la notion historico-traditionnelle, elle, avec une interdiction générale de circuler la nuit. Seulement, en dehors d'une période de guerre, une mesure d'interdiction générale ne pourrait pas exister. Il y a même aujourd'hui une obligation de discrimination puisque l'arrêté de couvre-feu doit absolument faire référence à la catégorie de population qui est visée et d'ailleurs le juge en contrôlera la proportionnalité. C'est également préserver la sécurité publique par l'enrayement des phénomènes insurrectionnels. Exemple, en 1961, donc, le couvre-feu anti-algérien, et je mets bien sûr des guillemets, Maurice Papon, donc, qui prend cet arrêté qui va concerner 150 000 Algériens dans la région parisienne pour arrêter les attentats commis par le FLN algérien, le Front de Libération Nationale. C'est à peu près la même chose, le même procédé qu'on va retrouver
en Nouvelle-Calédonie en 85, puisque là encore, on a une période d'état d'urgence, suite à la volonté du projet Pisani, c'est-à-dire le référendum visant l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, et le Front de libération nationale kanak socialiste opposé au projet, donc à l'origine de nombreux phénomènes insurrectionnels. Toujours dans une période d'état d'urgence, les émeutes de 2005 qui ont été déjà évoquées pour éviter l'embrasement des banlieues. Si on revient sur les mineurs, l'évolution, l'interprétation large par le Conseil d'État en 2001, c'est à la suite d'un mouvement d'arrêtés anti-couvre-feu qui ont été pris par les maires, notamment à Sens ou à Colombes, et le Conseil d'État donc valide ces arrêtés parce qu'il estime qu'ils sont proportionnés à l'objectif poursuivi. Petite précision là-dessus. Certes, on parle de couvre-feu anti-mineurs, mais quelle catégorie d'âge est concernée? L'âge dépend du but recherché, puisqu'on a des interdictions de moins de 12 ans, de moins de 13 ans, moins de 16 ans. Ce n'est pas la même chose qui est recherchée. Certes, un couvre-feu anti-mineur permet d'éviter que le mineur soit seul le soir et qu'il puisse faire de mauvaises rencontres, mais ça peut aussi lui permettre de ne pas tomber dans les violences. Certes, dans les deux cas, le mineur est une victime, mais je pense que l'âge du couvre-feu, l'âge qui est visé dans le couvre-feu, dépend de ce que l'on recherche. L'interdiction pour les mineurs de moins de 12 ans, je ne pense pas qu'il y ait des risques d'actes de violence de la part de ces mineurs. C'est, je pense, pour éviter que ces mineurs de moins de 12 ans soient violentés. Donc après avoir vu l'évolution de la mutation de ce couvre-feu, il convient de regarder l'adaptation du contrôle juridictionnel. D'abord, il y a, dans un premier temps, la nécessité de contrôler une mesure de couvre-feu, puisque, on le répète, c'est toujours ces parallèles qui sont faits. Nous ne sommes pas dans une période de guerre. Il n'y a pas une entité extérieure qui impose son administration et son système juridictionnel, donc il ne peut pas y avoir de mesures de police générales. Les mesures de couvre-feu restent des règlements de police, et la préservation de l'ordre public doit être conciliée avec le respect des libertés fondamentales. Alors peut-être que l'exécution forcée d'un arrêté de couvre-feu serait illégale. Peut-être. Il faut se référer aux conditions posées par l'arrêt du tribunal des conflits 1902, Société immobilière Saint-Just, puisqu'il faudrait que la loi le prévoie expressément, ou on pourrait peut-être évoquer l'absence de sanctions pénales et l'urgence. Alors, est-ce que la loi le prévoit expressément ? Là encore, il faut faire une distinction entre le maire et le préfet. Certes, le préfet dispose ou est habilité par la loi, article 5 donc, de la loi 1955, mais le maire, comme nous avons pu l'observer, c'est une interprétation large par le Conseil d'État qui est faite. Donc la loi ne le permet pas pour le maire. Ensuite, l'absence de sanctions pénales. Une mesure de couvre-feu, nous l'avons vu, c'est une mesure de police. Or, l'article 610-5 du Code pénal punit toute mesure de police, sanctionne le non-respect d'une mesure de police, et puisque le couvre-feu est une mesure de police, alors le couvre-feu est puni. Si on en reste là, l'exécution forcée est donc tout à fait irrégulière. Peut-être qu'elle serait justifiée seulement par l'urgence, et c'est l'urgence qui va permettre la légalité, toujours proportionnée, de la mesure de couvre-feu. On pourrait peut-être opposer une distinction, là encore, entre ce que fait le préfet et ce que fait le maire, puisque le préfet qui agit dans le cadre de l'état d'urgence, il y aurait une sorte d'urgence objective, puisque c'est une situation qui a conduit à l'apparition, la nécessité d'un état d'urgence. Donc une urgence plutôt objective. Alors que ce qui se passe pour le maire, c'est plutôt quelque chose de subjectif, une situation que le maire estime dangereuse et qui pourrait porter atteinte à l'ordre public. D'ailleurs, dans un arrêt de 1997, le Conseil d'État annule une mesure de couvre-feu à défaut d'urgence, donc parce qu'il n'y avait pas urgence, et il estime donc que l'exécution forcée est irrégulière. Alors, une exécution forcée irrégulière, quelles sont les conséquences ? Une atteinte grave aux libertés fondamentales qui peuvent se traduire soit par une voie de fait, soit un référé liberté au sens de la loi de 2000. Alors, la liberté d'aller et venir, puisque c'est cette liberté de circulation qui est prévue, qui est mise en œuvre dans le cadre d'un couvre-feu, il faut tout d'abord rappeler que cette liberté d'aller et venir, elle était, en 1992, dans le giron de l'article 66 de la Constitution, c'est-à-dire que seul le juge judiciaire pouvait défendre cette liberté, alors que depuis une décision de 2003, cette liberté est rattachée aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que
certes, elle est toujours protégée d'un point de vue constitutionnel, mais tous les juges peuvent la défendre. Sauf que la liberté d'aller et venir a été qualifiée de liberté fondamentale par toutes les juridictions. Et cette pluriqualification juridictionnelle peut être source de complexité, puisque si le juge judiciaire a reconnu cette liberté fondamentale, il peut la défendre au titre de la voie de fait. Si le juge administratif la reconnaît en tant que liberté fondamentale, alors il peut la protéger au sens du référé liberté. Sauf que depuis la décision Bergoen de 2013 du tribunal des conflits, la voie de fait ne peut être caractérisée non plus par la violation d'une liberté fondamentale, mais simplement d'une liberté individuelle. Et l'interprétation doctrinale montre que la liberté individuelle aujourd'hui, ce n'est plus que la sûreté, c'est-à-dire le fait de ne pas être détenu arbitrairement. Donc on peut penser qu'une mesure de couvre-feu irrégulière ne serait peut-être plus constitutive de voie de fait, et seule une atteinte disproportionnée à cette liberté fondamentale serait protégée par le juge administratif. Alors du coup, le dernier temps de cette intervention, après avoir vu la nécessité de protéger, comment on protège, bien évidemment, c'est une mesure de police, donc elle ne peut pas être générale et absolue. D'ailleurs, l'arrêt Benjamin de 1933 montre qu'elle serait annulée en cas contraire. Il faut là encore distinguer l'état d'urgence des périodes ordinaires, puisque la légalité est davantage présumée ou plus facilement admise par le juge administratif en période d'état d'urgence, comme il a pu être jugé en 2005. Le Conseil d'État fait référence à des situations de crise, de danger exceptionnel, donc la légalité est plus facilement admise. Et l'examen de la légalité des couvre-feux municipaux pour mineurs, là encore, un examen approfondi par le Conseil d'État dès 2001, un contrôle strict de proportionnalité, subordé à la double condition qu'elle soit justifiée par l'existence de risques particuliers et adaptée par leur contenu à l'objectif poursuivi. Alors je terminerai par là, mais dans le cadre de la politique de la ville, un contrat local de sécurité peut être mis en œuvre par la municipalité pour précisément arrêter ce problème de la délinquance de mineurs. D'ailleurs, le Conseil d'État a pu annuler l'arrêté de couvre-feu de la mairie d'Orléans en 2001, mais n'a suspendu le couvre-feu qu'au sujet d'un quartier qui n'était pas compris dans la zone couverte par ce contrat local de sécurité, encore une fois soumis donc au contrôle de proportionnalité du juge administratif.